Bonjour à tous. Antoine de Saint-Exupéry dans Terre des Hommes citait un proverbe africain: nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Eh bien, ce proverbe, il doit résonner de plus en plus en nous, à l'heure où justement la terre souffre. La préservation de notre environnement, mais aussi de nos espèces animales, est un enjeu majeur pour nous. Et justement, je vous propose d'aller en discuter aujourd'hui avec un homme au parcours prestigieux, bien connu en tant que chef d'industrie. Je veux parler de monsieur Louis Schweitzer. Monsieur Louis Schweitzer est également de plus en plus connu pour son engagement sur le bien-être animal, engagement qu'il anime depuis sa jeunesse. Justement, je voudrais parler avec lui de ses actions en termes de bien-être animal et de ce que cela représente pour lui, non seulement pour nos animaux de compagnie, mais également pour nos animaux de rente et les espèces sauvages. Suivez-moi. Bonjour Monsieur Schweitzer. Bonjour. Je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui chez vous ce jour. J'avais envie de m'entretenir avec vous sur vos engagements concernant le bien-être animal. Avant de démarrer notre entretien, j'aimerais juste retracer en quelques mots votre parcours, qui est surtout connu du grand public pour votre rôle en tant que chef d'industrie. Vous êtes diplômé de l'ENA et vous avez débuté votre carrière dans la haute fonction publique. À la sortie de l'ENA, inspecteur des finances, vous entrez à la direction du budget. Et en 1981, vous devenez directeur de cabinet de M. Laurent Fabius pendant 5 ans. C'est surtout pour votre présidence du groupe automobile Renault de 1993 à 2005 que vous êtes particulièrement connu du grand public. Et vous avez occupé de nombreuses fonctions sur la scène économique en tant que membre de conseil d'administration, mais également vous êtes impliqué sur la scène culturelle et sociale française, entre autres en tant qu'administrateur pour le Louvre, le Quai Branly, pour ne citer que. De 2007 à 2015, vous avez présidé le comité consultatif commun d'éthique pour la recherche agronomique de l'INRA, mais également du CIRAD. Alors je vais rappeler ce que c'est que le CIRAD, c'est le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Et suite à ce parcours prestigieux, vous présidez désormais la Fondation Droit Animal, Éthique et Science qui agit en faveur du bien-être animal. Vous avez coécrit avec Aurélien Barraud « L'animal est-il un homme comme les autres ? Les droits des animaux en question en 2018 » et plus récemment, vous avez également publié aux éditions First « Faut-il s'arrêter de manger de la viande ?» Je vous propose aujourd'hui de parler de 4 sujets ensemble. Tout d'abord, le bien-être animal de façon générale et pourquoi vous êtes engagé justement sur ce sujet. Vos réflexions en cours sur le bien-être animal de nos animaux de compagnie, puisque c'est un sujet que nous abordons de manière récurrente sur notre chaîne. Et puis vos réflexions sur les applications en termes de bien-être animal pour nos animaux de rente. Et enfin, vos actions concernant les animaux sauvages. Alors tout d'abord, Monsieur Schweitzer, c'est une question qui a dû vous être posée des centaines de fois. Mais comment expliquez-vous votre engagement justement sur le bien-être animal ? Vous savez, il y a des convictions qu'on a et au fond l'intérêt pour les animaux et pour la défense des droits des animaux est pour moi une conviction de très longue date. Je dois dire même il y a un élément d'atavisme. Je crois que dans ma famille il n'y a jamais eu un chasseur ou un pêcheur et bon, je me suis toujours intéressé aux animaux. Et cet intérêt, si je puis dire, était passif. Et il est devenu actif quand Jean-Claude Nouette, qui était le fondateur de la Fondation Droit Animal, Éthique et Science, m'a proposé de prendre la présidence de cette fondation en 2012. Et donc, depuis 2012, non pas à temps plein, mais en y consacrant pas mal d'énergie et de temps, je m'attache à défendre les droits des animaux. Très bien, je vous remercie. Alors tout le monde aujourd'hui a tendance à parler du bien-être animal, quitte à en escamoter. Bien souvent, en fait, la définition précise. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous donner votre définition du bien-être animal ? Bon, je n'ai pas une définition propre. Il y a les 5 libertés bien connues, il y a une définition de l'ANSES. Il y a 2 idées, au fond. La première, c'est que l'animal doit être, quand il est sous la garde de l'homme, mise à l'abri de douleurs et de besoins.
de la soif, de la faim, de la maladie et des blessures, donc protéger du mal-être. Et puis, il y a un élément positif qui est le plus important et le plus difficile, c'est la capacité d'exprimer ces comportements naturels, sociaux ou individuels. Et bien sûr, on voit bien que c'est là l'enjeu le plus difficile à respecter pour le bien-être animal. La LFDA, sous votre présidence, publié une déclaration des droits de l'animal qui comporte 8 articles. Justement, vous qualifiez vous-même de non-extrémiste via justement la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences. Comment agissez-vous via cette fondation pour améliorer la condition animale ? Alors, la Fondation Droit Animal n'est pas une fondation riche. Et donc, notre action s'exerce de plusieurs façons. D'abord, nous sommes des pédagogues. Nous publions une revue de bon niveau scientifique pour informer nos lecteurs de la condition animale, des problèmes qui concernent les animaux. Nous agissons pour faire avancer le droit, ce qu'on appelle quelquefois le lobbying. Mais là, c'est un lobbying totalement désintéressé. Par exemple, la LFDA est à l'origine de la première tentative, et elle a poursuivi jusqu'au succès, pour faire reconnaître dans le Code civil que les animaux sont des êtres sensibles. Deuxièmement, la LFDA s'attache à faire progresser concrètement la situation des animaux et une action dont on voit aujourd'hui les effets, mais qui a été engagée dans les années 80 par la LFDA, c'est l'étiquetage. L'étiquetage des œufs, 0, 1, 2, 3, selon que l'œuf est bio ou que la poule est en cage, a été en fait lancé par la LFDA. À l'époque, un tel étiquetage, d'ailleurs, avait été attaqué juridiquement. Aujourd'hui, nous nous attachons à mettre en place un étiquetage pour tous les produits animaux. On aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Cela me paraît aujourd'hui une façon de faire progresser la situation des animaux. C'est ce que j'appelle le droit souple. Ouais. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas obligatoire, parce que faire avancer la législation, c'est très difficile. Il y a la concurrence internationale, il y a les règles européennes. Bref, le droit dur, le droit proprement dit, n'avance pas beaucoup. Et donc, il faut faire avancer la condition par le droit souple. L'étiquetage est un mode d'action. Alors en effet, oui, justement, c'est vrai que désormais, on devient de plus en plus attentif aux denrées que l'on consomme et on fait attention justement à ça. Mais est-ce que vous pensez que nous, en tant que citoyens, là je me place du côté des citoyens, nous pouvons justement faire avancer, améliorer ce bien-être animal et si oui, comment, d'après vous, ce serait possible ? Alors, il faut reconnaître d'abord que pendant très longtemps, les amis des animaux étaient majoritaires dans l'opinion, les sondages le montraient, mais leur poids était très faible. Le poids était beaucoup plus fort du côté soit des producteurs, des éleveurs, soit du côté des chasseurs ou des institutions qui faisaient des spectacles avec les animaux. Pourquoi ? Parce que les amis des animaux étaient regroupés ou pas dans des associations diverses qui ne collaboraient pas entre elles. Et donc un de mes soucis, ça a été de faire que les associations animalières se rapprochent entre elles. Alors bien sûr, il y a des tempéraments différents. Il y a les associations réformistes, qui sont des associations qui respectent la loi et essayent de faire progresser la situation par des moyens légaux. À l'autre bout, il y a des associations violentes que je réprouve et qui ont caillassé des boucheries, bref. Et puis au milieu, il y a une association un peu particulière, L214, qui a fait des vidéos clandestines. C'est une action illégale, mais reconnaissons-le, ça a fait progresser la cause animale et la sensibilité à cette cause. Alors pour revenir au point, comment est-ce que les citoyens peuvent faire progresser les choses ? Je crois qu'en ce moment, d'abord, en disant leur opinion. On l'a vu dans les sondages. Sur l'étiquetage, plus de 80% des personnes disent « je souhaite un étiquetage sur le bien-être animal ». Plus de 90% des gens disent « il faut améliorer la condition des animaux d'élevage et mieux traiter les animaux de compagnie ». Et les hommes politiques,
ils écoutent ces sondages. Et puis, les citoyens sont aussi consommateurs. Et l'étiquetage leur permet de faire pression en faveur des animaux par leurs pratiques de consommation. Alors on en reparlera après justement parce qu'effectivement il y a tout de même un facteur économique après qui rentre en jeu. Toutes les bonnes volontés sont bonnes, mais ensuite après les facteurs économiques rentrent en jeu. L'Ordre national des vétérinaires en fait vous a confié justement en janvier 2019 la présidence d'un comité d'éthique qui justement rend des avis sur le bien-être animal. Et je voulais vous demander vos sujets de discussion. Quels sont-ils? Vous venez d'évoquer justement l'étiquetage sur les viandes. Il y a également des sujets, d'autres sujets que vous avez. Le mode de fonctionnement du comité d'éthique qui ne comprend des vétérinaires mais pas de vétérinaires praticiens. Il comprend des personnalités diverses de très haut niveau. Ce comité d'éthique ne débat pas de choses en l'air, il rend des avis. Notre ambition est de rendre 1 ou 2 avis par an, très soigneusement étudiés et réfléchis. Et jusqu'à présent, nous avons approuvé 2 avis, l'un sur les objets connectés, qui sont quelque chose de plus en plus répandu pour les animaux d'élevage et pour les animaux de compagnie, et l'autre sur l'euthanasie, qui est un problème éthique majeur pour les vétérinaires. Et nous allons engager le processus pour rendre 2 nouveaux avis. Donc justement, on va parler de chacun de ces 2 sujets par la suite. Je voudrais tout d'abord parler de nos animaux de compagnie pour justement les évoquer. Alors, j'ai eu l'occasion de vous entendre lors d'une conférence devant un parterre de vétérinaires lors de la réunion Yvette à Paris. Vous avez évoqué justement vos préoccupations sur le bien-être de nos animaux de compagnie. Et la première question, parce que c'est vraiment d'actualité, en plus on est en période estivale, est-ce que vous avez travaillé sur le sujet de l'abandon de nos animaux de compagnie et est-ce que vous avez identifié des pistes qui permettraient d'enrayer ce fléau? Alors, je ne m'en suis pas occupé au sein du comité d'éthique de l'Ordre des vétérinaires. Il faut rappeler par ailleurs qu'un vétérinaire, Loïc Dombreval, qui est par ailleurs député et président du groupe d'études des animaux à l'Assemblée nationale, vient de remettre au gouvernement un rapport très solide et très construit, comportant plus de 100 propositions, justement sur les animaux de compagnie. Et certaines d'entre elles portent sur le sujet de l'abandon. Alors, l'abandon, au fond, il y a des mesures techniques. Et la mesure technique qui me paraît totalement légitime, c'est d'insérer une puce dans les animaux. Enfin, c'est indolore, ça ne coûte pas cher, et ça permet une identification, ce qui me paraît la base de tout. Et dans cette identification, on inscrit ce que l'on souhaite sur l'animal et ses propriétaires. Et puis, il y a aussi les mesures préventives. C'est-à-dire que si vous abandonnez votre animal de compagnie, c'est probablement que vous aviez eu tort de l'adopter ou de l'acheter. Ouais. Et donc, ça implique de réguler le commerce des animaux de compagnie, d'éviter des achats d'impulsion qu'on regrette immédiatement et qui finissent mal pour l'animal en général. Ils ne finissent pas mal pour le propriétaire, mais ils finissent mal pour l'animal. Et c'est aussi de former, d'instruire les personnes qui acquièrent un animal. Parce que très souvent, les gens qui acquièrent un animal, au fond, ne savent pas très bien quoi faire, ne savent pas ce qu'il faut faire d'ailleurs pour assurer le bien-être de leur animal. Donc, il y a toute une partie de pédagogie. Oui, exactement. C'est justement l'objectif de notre chaîne. Donc justement, c'est d'essayer d'apporter de la pédagogie aux propriétaires d'animaux de compagnie. Alors, bon, moi, j'avais justement une idée en tête. C'était presque, mais je ne sais pas si au niveau de la CNIL c'est faisable, c'était de renseigner un numéro de sécurité sociale dans cette puce électronique qu'on pourrait justement implanter aux animaux, de façon à pouvoir justement tracer les propriétaires et les responsabiliser dans le temps. Parce qu'effectivement, une adresse, ça peut changer, on peut ne pas mettre à jour des fichiers, et c'est une chose qui peut évoluer. Alors, je pense effectivement que la CNIL ne laisserait pas passer cette mesure, car on ne doit pas utiliser le numéro d'identification nationale pour n'importe quelle finalité. Mais je pense aussi que cette mesure serait sans doute mal comprise. Oui.
C'est vrai que la pédagogie... Je pense qu'il y a beaucoup à faire avant d'aller jusque-là. Tout à fait. Mais justement, alors au-delà de la pédagogie, justement, il y a un de vos sujets de préoccupation que vous avez évoqué, hein, qui est l'euthanasie, qui est un sujet qui est très sensible et justement un sujet qui est délicat. Délicat à aborder même pour le vétérinaire, auprès des maîtres. Et ça, on a souvent tendance à établir un raccourci d'ailleurs, hein, parfois un peu rapide, entre la fin de vie en santé humaine et la fin de vie de l'animal, puisque le vétérinaire a ce droit en France de pouvoir justement, selon la pertinence ou non, justement la pertinence qu'il jugera selon l'état de l'animal, de faire cesser les souffrances et d'arrêter les traitements pour la base du bien-être de l'animal. Alors, quand la qualité de vie est trop altérée, puis aussi en prenant en considération parfois d'autres facteurs liés aux propriétaires, hein, comme des facteurs aussi économiques, est-ce que, je voulais savoir de quelle manière vous abordez vous-même ce sujet qui est complexe, et justement, quelles sont vos conclusions? Bon, d'abord, n'élargissons pas ce qu'on dit de l'euthanasie animale aux hommes. Parce qu'il y a une grosse différence, c'est que l'animal n'est jamais en état de donner son consentement. Oui, tout à fait. Bon, l'euthanasie animale, à nos yeux, est justifiée de façon assez évidente dans deux cas. Le premier cas, c'est des instructions liées à la santé publique, à un risque pour une population large. On pense aux maladies contagieuses. On pense à un animal enragé. Bref, il y a des cas où l'euthanasie se justifie parce qu'il y a une instruction réglementaire par les autorités d'euthanasier un animal donné. Il y a un second cas d'euthanasie qui est tout à fait justifié, c'est quand un animal est gravement malade, inguérissable et souffre de façon évidente. Ces deux cas, je crois, ne se discutent pas. Après, il y a d'autres cas. Et ils sont différents pour les animaux de compagnie, qui sont les animaux qu'on a choisi d'avoir, et pour les animaux de rente, ou pour les animaux qui sont dans un refuge, où il y a des contraintes économiques qui s'appliquent, qui ne sont pas justifiables pour un animal de compagnie. Et donc là, on ne va pas entrer dans les détails, mais il y a une appréciation à faire. Et notre souci, c'est d'aider les vétérinaires qui ne sont pas les décideurs quand l'animal est la propriété de quelqu'un. C'est le propriétaire qui décide. Mais c'est le vétérinaire qui fait. Oui. Et c'est une responsabilité difficile, souvent douloureuse. Et notre objectif est d'aider les vétérinaires à le faire et à les guider et à faire en sorte qu'au fond, cet acte qui est un peu contraire à leur pratique normale, qui est de guérir et de soigner, ne soit pas vécu comme quelque chose d'insupportable et qui les empêche de dormir. Bien sûr. Et donc, selon vous, ça nécessite une norme sur ce sujet, justement, qui serait inexistante aujourd'hui? Ça nécessite d'abord de bien définir les choses et puis d'avoir, non pas une norme unique, parce qu'il y a des diversités de cas, mais des principes ou des règles qui permettent aux vétérinaires, en conscience, de prendre position. Vous avez d'autres sujets relatifs au bien-être des animaux de compagnie, justement, en cours dans vos réflexions? Alors, dans le cadre du comité d'éthique de l'ordre des vétérinaires, pour le moment, non. Et nos deux prochains sujets de réflexion ne sont pas encore publics. D'accord. Bon, alors donc on aura l'occasion d'en reparler quand ils seront officiels. Vous avez, dans votre livre, en fait, vous cherchez à éclairer sur la production de viande et son impact sur la planète, un sujet on ne peut plus actuel, hein, justement, sur le climat, la vie des animaux, leur mort, hein, qui n'est pas enviable. Finalement, est-ce que votre livre, peut-on dire, aborde deux sujets qui sont finalement liés, à savoir le bien-être animal et l'environnement? Alors, dans « Faut-il s'arrêter de manger de la viande ?» après un historique de la consommation de viande, parce qu'il faut quand même rappeler que depuis ses origines, l'homme mange de la viande et que ça a même probablement contribué à son développement. J'examine le sujet au regard de trois critères: la santé humaine, l'environnement et le bien-être animal.
au regard de la santé humaine, il n'y a pas de souci, si je puis dire. Si vous mangez 1 kg de viande par jour, peut-être que c'est un problème. Mais quand on regarde tous les facteurs, ce n'est pas un sujet, la consommation de viande. On vit très bien sans viande et on vit très bien en mangeant de la viande. L'environnement, c'est un vrai souci parce que l'élevage est un grand émetteur de gaz à effet de serre. Et donc ceci conduit à se dire qu'il faut modérer la consommation de viande pour des raisons environnementales et spécifiquement la viande bovine qui est celle qui est responsable des plus grosses émissions de gaz à effet de serre. Et puis il y a le sujet du bien-être animal. Le bien-être animal, il y a des élevages qui sont parfaitement respectueux du bien-être animal, qu'il s'agisse d'élevage porcin, d'élevage de poulets, d'élevage bovin, d'élevage caprin, bref. Et puis, il y a des élevages qui ne sont pas aussi respectueux du bien-être animal. Il y a des degrés. Il n'y a pas tout l'un ou tout l'autre. Il y a des cas de tout l'un ou de tout l'autre, mais la plupart des élevages sont dans un entre-deux. Et le problème, c'est que le bien-être animal a un coût. Autrement dit, l'élevage industriel, qui ignore totalement le bien-être animal, produit une viande moins chère qu'un élevage fermier respectueux du bien-être animal. Cela dit, cet élevage fermier produit aussi une viande de meilleure qualité. Oui, tout à fait. Et une des questions qu'on pose dans les sondages, et c'est une question importante, c'est êtes-vous prêt à payer plus cher pour avoir une viande qui provienne d'un animal qui a bénéficié de bien-être de sa naissance à sa mort, inclus. Et la réponse, c'est que 75% des gens disent oui, je suis prêt à payer plus cher. Maintenant, dans les faits, est-ce que ça se démontre? Il y a des mesures. Dans les faits, oui, ça se démontre, puisque l'étiquetage du bien-être animal existe sous des formes diverses dans la plupart des pays d'Europe et gouverne un certain nombre d'achats. Notre ambition en France, donc on a lancé cela à l'origine avec le groupe Casino, avec une organisation qui s'appelle l'OABA, avec CIWF. Wellfarm s'est joint à nous ensuite, ce qui fait que les grandes organisations qu'on appelle welfaristes, réformistes, sont là. On a commencé avec Casino, Carrefour, Lidl, Intermarché, Système U se sont joints à nous, donc on a la plupart des grands distributeurs, et nous avons des producteurs importants. Les poulets de Loué ont été les premiers, les fermiers du Sud-Ouest, et puis en ce moment on discute, puisque l'étiquetage poulet existe, et on est en train de construire un étiquetage de l'élevage porcin. Alors justement, de ce que l'on entend aujourd'hui et des résultats que vous venez d'évoquer, les consommateurs ont besoin de garanties en termes de bien-être animal des produits qu'ils consomment, que ce soit la viande, que ce soit les œufs. La question qui demeure, c'est est-ce qu'ils sont prêts à mettre le prix en face des garanties de ce bien-être animal? Justement, est-ce que vous avez des résultats chiffrés à ce jour sur ce que cet étiquetage permet d'obtenir en termes d'amélioration du bien-être animal? Alors, ce qu'on voit, c'est que des éleveurs d'abord ont conscience que la méconnaissance totale du bien-être animal est quelque chose d'insupportable. Les vidéos en abattoir, on en a parlé, mais au fond, quand on parle des animaux d'élevage, je dirais le problème principal n'est pas leur mort, c'est leur vie. Quand c'est des vies en cage, presque tous les lapins sont élevés en cage, les poules pondeuses l'étaient dans une immense majorité, maintenant on n'est plus qu'à 50% en France, 53% pour être précis. Et ça, c'est l'influence de l'étiquetage et de la pression des consommateurs. Quand une grande société comme McDo dit « je n'utiliserai plus des œufs de poules élevés en cage », ça change les choses. Des grands magasins, je pense à H&M Monoprix, a dit à une certaine date, je ne vendrai plus de produits qui ne respectent pas certains standards de bien-être animal qui sont nettement supérieurs aux exigences réglementaires. Donc on voit une évolution où
ceux qui sont au contact du consommateur estiment qu'ils doivent progresser et dès lors, après, il y a une négociation, bien sûr, avec les producteurs. Bien sûr. Mais il y a des mesures qui ne coûtent pas cher. Les mesures coûtent plus cher. Quand vous transformez un élevage industriel en un élevage fermier, vous avez besoin de plus de bâtiments, vous avez besoin de plus de terrain, il y a un surcoût. Quand vous améliorez les conditions d'abattage, quand vous mettez, par exemple, dans un abattoir des vidéos pour s'assurer que les conditions de mise à mort sont dignes, le surcoût est beaucoup plus faible. Et j'ajoute, c'est vrai dans le cas des abattoirs, on a eu l'occasion de s'en rendre compte récemment, mais c'est vrai aussi dans le cas des élevages, les conditions de travail des personnes qui travaillent dans ces lieux vont de pair avec l'amélioration du bien-être animal. Quand vous avez des cadences insupportables, le bien-être animal n'est pas assuré, mais la condition humaine est désastreuse aussi. Quand dans une ferme, vous avez une relation normale avec les animaux, pour ceux qui les élèvent, c'est une vie normale aussi. Si ces relations ne sont pas normales avec les animaux, les conditions de vie des personnes qui s'en occupent, elles aussi ne sont pas acceptables. Donc il y a un lien évident à mes yeux, et c'est pour ça que je suis absolument convaincu qu'on va progresser. Le sujet, c'est effectivement de préserver un élevage français, autrement dit, de permettre à cet élevage d'aller vers la qualité au prix d'un surcoût pour éviter qu'il disparaisse tout simplement, et de faire en sorte que l'évolution soit quand même le plus rapide possible pour assurer un meilleur bien-être aux animaux d'élevage. Tout à fait. Et là, c'est là qu'on démontre finalement tout le poids de l'opinion, finalement, pour faire avancer cette condition de bien-être animal. Mais l'étiquetage, on le voit, notre étiquetage à 5 niveaux. De A, très bien, à E, minimal. Et C est déjà, je dirais, c'est un niveau de bien-être animal qui existe déjà. On montre quelquefois, c'est pas vrai. On va recommencer. Oui, et C est déjà un niveau de bien-être significatif. Et nous sommes en discussion maintenant avec des éleveurs. Et on voit bien qu'ils sentent qu'il faut progresser. Oui. La crise sanitaire là, que l'on traverse et que l'on vient de vivre, justement, est peut-être l'occasion de repenser finalement notre production de viande et justement de produire peut-être localement avec des normes sanitaires, mais on le sait, en tout cas dans le milieu agroalimentaire et vétérinaire, que les normes sanitaires françaises font partie des plus drastiques. Est-ce que vous pensez que sur le plan économique, justement, les pays européens vont suivre ces règles de bien-être animal que nous, on va également s'imposer en France? Bon, sur les normes sanitaires, on est exigeant en France, mais il faut rappeler que ces normes sanitaires sont des normes européennes puisqu'il y a une libre circulation absolue au sein de l'Europe. Donc un pays ne peut pas avoir des normes différentes des autres pays. Ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'en revanche, certains pays sont plus en avance que la France sur les sujets de bien-être animal. Vous pensez? La France a une production de très haute qualité, et qui est cette qualité reconnue par des labels comme Bio ou comme Label Rouge. Mais il y a des pays qui interdisent certaines pratiques, certaines conditions d'élevage contraires au bien-être qui sont autorisées en France. Donc on ne peut pas dire que sur le bien-être animal, la France soit à l'avant-garde. Elle n'est pas à la queue du peloton, mais elle est au milieu du peloton. Selon vous, M. Schweitzer, quels sont les critères d'élevage acceptables via justement votre initiative avec l'étiquetage bien-être animal que vous avez initié? Alors, si je prends l'exemple des poulets qui ont une vie relativement courte, entre 35 et 82 jours, il y a déjà 230 critères qui vont de la naissance à la mort, mais ceux qui ont le plus d'impact, c'est l'espace, la durée de vie, les conditions de santé, et puis aussi, pour la fin, les temps de transport, les conditions de transport et les conditions d'abattage. Mais ce qui coûte de l'argent, c'est l'espace et l'accès à l'extérieur. Je vais vous poser une question que beaucoup de personnes vont se poser. Est-ce que les produits bio
aujourd'hui, garantissent que les animaux ont été bien traités, sachant que l'étiquetage bio est moins rigoureux que votre étiquetage. Que le système bio exige une bonne traitance des animaux. Ça a été confirmé par la Cour de justice de l'Union européenne. Dans la réalité, les contrôles sont beaucoup moins rigoureux que ceux que nous pratiquons pour l'élevage. Et donc, on peut et on doit faire encore mieux. D'accord. Aujourd'hui, il y a des géants de l'informatique qui s'intéressent aux objets connectés sur les animaux d'élevage. C'est également un sujet sur lequel vous travaillez. On entend parler justement de Microsoft qui s'intéresse à ces objets. Est-ce que vous pensez que ces objets connectés pour les animaux d'élevage, qui, bien sûr, pourquoi ils intéressent ces géants, c'est en termes de productivité, c'est compatible avec le bien-être animal ? La réponse est oui. Pour l'identification des animaux, ça ne pose pas de problème. Et après, il y a comme toute chose un bon usage et un mauvais usage des objets connectés. Les vétérinaires dans ce domaine ont un rôle important à jouer. Très bien. On va parler maintenant de votre combat pour la faune sauvage, captive, parce qu'après le bien-être animal, vous défendez également justement une autre cause qui vise à défendre les droits des animaux. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, en particulier les animaux sauvages, puisqu'ils n'ont aucune protection, aucun statut. Et comment peut-on changer leur statut pour les protéger, selon vous ? Alors, il y a des animaux sauvages en captivité qui bénéficient du même statut que les autres animaux sous la garde de l'homme. Il y a les animaux sauvages en liberté qui n'ont aucune protection. Nous ne prétendons pas interdire la chasse, mais nous voudrions que la cruauté à l'égard des animaux sauvages, la cruauté qui est un acte gratuit, qui implique la douleur, soit interdite. Quand on parle de cruauté, on voit des pratiques aussi en vidéo monstrueuses, de gens qui blessent au plaisir des animaux. Il y a des pratiques de chasse qui sont intrinsèquement cruelles, et donc il faudrait protéger les animaux sauvages à l'état de liberté de la cruauté. Et ça, seul le droit peut le faire. Pour les animaux sauvages détenus en captivité, il y a toutes sortes. Il y a les delphinariums. Franchement, je pense que le delphinarium, c'est des conditions d'enfermement qui ne sont pas dignes et qu'il faut aller vers une suppression progressive. Il y a les cirques. Les conditions de vie des animaux sauvages dans un cirque ne sont pas compatibles avec leur bien-être et donc je pense, moi j'aime le cirque, mais qu'il y a à assurer sur le moyen terme une reconversion des cirques vers l'absence d'animaux sauvages en spectacle. C'est le cas dans les 2/3 des pays européens déjà, oui. Pas encore en France. Et puis il y a les zoos. Les zoos, il y en a 200 ou 300 en France. Certains, je pense, ont un rôle de formation, de distraction qui préserve des conditions de vie correctes pour les animaux, et c'est bien. Bon, la position de la LFDA est qu'il faut aller vers la suppression, moi je suis plus nuancé. Il y a en revanche des zoos, privés ou publics, où les conditions de vie sont indignes. Et ces zoos-là doivent être fermés. Et là aussi, je pense que dans les zoos, les vétérinaires ont un rôle à jouer, pas seulement de soigner les animaux, mais aussi de veiller à leur bien-être et de dire s'il y a des conditions incompatibles avec ce bien-être. Tout à fait, parce qu'il y a des zoos qui ont justement également comme mission déclarée, alors pas tous, mais de préserver aussi certaines espèces. Oui. C'est un sujet ouvert, il y a peu d'espèces, il y a quelques cas de remise en liberté d'espèces qui ont fonctionné, 5 à ma connaissance, il y a quelques cas d'espèces préservées dans les zoos, mais au fond, la plupart des animaux que vous voyez dans un zoo, ils sont nombreux à l'état de nature aussi. Oui, tout à fait. Vous êtes également un habitué aux hautes sphères, justement, de la politique en France. Pensez-vous qu'il y a un secrétariat au bien-être animal et sa place au sein du ministère de l'Agriculture ? D'abord, je pense qu'il serait utile d'avoir un secrétaire d'État chargé de la condition animale qui aurait pour mission de faire progresser cette condition. Il ne doit pas être au ministère de l'Agriculture, puisque le ministère de l'Agriculture n'est pas compétent pour tous les animaux. Il devrait être auprès du Premier ministre. Et je pense que ça, c'est une expérience de management. Quand vous voulez qu'un sujet progresse, il faut confier à quelqu'un d'un niveau suffisamment élevé la mission de faire progresser cela. Et ça pourrait être la mission d'un secrétaire d'État. Et vous pensez qu'il y a des facteurs, justement, qui s'y opposent aujourd'hui ? On verra. Donc ça peut être évolutif. Sur le sujet du bien-être animal, nos voisins européens, vous
le disiez tout à l'heure, certains sont en avance par rapport à la France. Et que font-ils de plus que nous? Par exemple, en Belgique, on a des secrétaires d'État à la condition animale. Dans des pays, on interdit des spectacles de cirque, on interdit sur le sujet de la fourrure, qu'on n'a pas évoqué, des choses qui sont autorisées en France. Il y a des normes d'élevage qui sont plus sévères dans certains pays qu'en France. Donc il y a des exemples de progrès. Il y a aussi des exemples de situations, je l'ai dit, encore pires qu'en France. Je vous remercie, M. Schweitzer. Merci pour cet échange qui aura permis de partager vos actions et votre vision du bien-être animal. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Surtout, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager, à le liker et vous abonner à notre chaîne YouTube Tony et Léon. Suivez-nous pour de prochains sujets sur nos animaux. À bientôt. Au revoir, monsieur. Merci. Au revoir.